Pas répondre. Recording OK. Bienvenue au séminaire d'aujourd'hui qu'organise le Centre de référence de maladies rares et non diagnostiquées. Il portera sur le cancer pédiatrique, quand penser à un syndrome de prédisposition héréditaire. Ce séminaire sera animé par le docteur Edith. Avant de passer la parole au docteur Edith, nous allons rappeler quelques instructions pour le bon déroulement de notre séminaire. Le séminaire est enregistré, vous avez dû voir ou recevoir un message pour accepter l'enregistrement, raison pour laquelle vos micros et caméras ont été automatiquement désactivés. Pendant tout le déroulement du séminaire, vous pouvez poster vos questions, n'attendez pas la fin. Donc, si vous avez une question pendant la présentation, vous pouvez toujours écrire vos questions sur le chat. Vous pouvez taper vos questions sur le chat. Là, il y a comment est-ce que vous pouvez y accéder au chat. Et à la fin de la présentation, l'oratrice va répondre aux questions d'abord. On commencera par les questions qui sont posées dans le chat avant de prendre quelques questions en live. Mais ceux qui souhaitent poser la question, les questions orales, ils pourront se manifester. Donc, vous pouvez juste lever la main et nous allons désactiver votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Le Centre de référence de maladies rares et non diagnostiquées est ouvert à vos suggestions. Si vous avez un thème, vous souhaitez que nous puissions approfondir un thème spécifique pour des prochains séminaires, vous pouvez nous envoyer des emails aux adresses qui sont affichées là. Nous allons mettre ça aussi dans le chat. Qui est notre oratrice d'aujourd'hui? L'oratrice d'aujourd'hui s'appelle Dr Edith Sepulcre. Dr Edith est médecin. Elle a été diplômée en 2016 et après 1 an de formation en pédiatrie au Centre hospitalier du Luxembourg, Dr Edith a fait sa spécialisation en biologie clinique et elle a été diplômée en 2021. Elle a ensuite intégré le service de génétique où elle travaille dans l'unité d'oncogénétique. Son activité journalière consiste à identifier les patients chez qui il y a lieu de rechercher un syndrome de prédisposition au cancer et déterminer le type d'analyse à effectuer et en interpréter les résultats. Elle est chef de clinique adjoint au Centre hospitalier universitaire de Liège dans le service de génétique. Docteur Edith, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci, Dr Mubungu. Partage d'écran. Pardon? J'ai arrêté mon partage d'écran, donc vous pouvez... Ah, d'accord. Bonjour à tous. Merci, Dr Mubungu, pour la gentille présentation et merci, Dr Lumaka, de m'avoir fait l'honneur de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter ma petite présentation. Hop. Voilà. Attendez. Oui, donc voilà. Excusez-moi, mais il faut que j'arrive à... Voilà. Et alors, il faut que je partage mon écran. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, oui, nous voyons le diaporama. Parfait. Donc, comme vous le savez, le cancer est devenu une des causes majeures de mortalité dans le monde. Et en Afrique, son incidence et la mortalité associée augmentent de manière considérable. Donc aujourd'hui, nous reverrons ensemble d'abord rapidement les bases moléculaires du cancer et de la prédisposition héréditaire. Et puis, je vous parlerai plus spécifiquement du syndrome de prédisposition au cancer chez l'enfant. Et je vous proposerai quelques outils que je trouve utiles pour identifier quel patient nécessiterait un conseil génétique et quels gènes analyser.
Alors, comme vous le savez, les cellules cancéreuses peuvent être caractérisées par un certain nombre de facteurs comme l'immortalité cellulaire, la prolifération illimitée, des propriétés qui leur permettent d'envahir les tissus avoisinants et les vaisseaux sanguins, ou encore l'échappement aux suppresseurs de croissance ou la résistance à l'élimination par le système immunitaire. Et tous ces mécanismes, ils sont acquis grâce à l'instabilité du génome, à des mutations qui surviennent dans des gènes qui vont conduire à des protéines différentes ou des protéines qui vont être exprimées différemment. Et cela peut impacter des voies de signalisation ou perturber les mécanismes de réparation de l'ADN, par exemple. Alors, ces mutations, elles sont appelées driver mutations. Elles sont à l'origine de l'oncogenèse. En effet, elles confèrent à la cellule un avantage qui va être responsable de sa sélection positive dans le micro-environnement du tissu dans lequel le cancer apparaît. Et généralement, ces mutations sont acquises au cours de la vie suite à des erreurs de l'ADN polymérase, au cours des divisions cellulaires classiques qu'il y a chez tout le monde, ou suite à l'agression par des agents extérieurs comme des agents carcinogènes, l'inflammation ou le stress oxydatif. La majorité vont être corrigées, mais certaines échappent au mécanisme de réparation. Et aussi, la majorité des mutations surviennent dans des endroits qui n'ont généralement pas d'impact, comme une faute d'orthographe dans un livre qui n'impactera pas sa compréhension. Mais de temps en temps, les erreurs ne sont pas corrigées et elles surviennent dans un endroit critique du génome qui va conférer alors un avantage sélectif à une cellule. Cette cellule va alors pouvoir se multiplier de manière anormale et échapper au mécanisme de contrôle. Et c'est une succession de mutations drivers qui conduit finalement au développement de la tumeur. Dans certains cas, ces mutations acquises peuvent être favorisées par l'existence préalable d'une mutation germinale, donc constitutionnelle, présente dans toutes les cellules du corps, dans un gène important pour l'oncogenèse. Et ces gènes sont divisés en deux catégories, les gènes suppresseurs de tumeurs, qui codent pour des protéines impliquées dans la régulation négative de la prolifération cellulaire. Et donc, une mutation à ce niveau va alors conduire à une perte de ce contrôle et favoriser le développement d'un ou plusieurs cancers. Et l'autre type de gène, c'est un oncogène, donc c'est aussi appelé un proto-oncogène. Donc, c'est un gène qui code pour une protéine qui, elle, va stimuler la division cellulaire, par exemple un facteur de croissance, ou qui va inhiber la mort cellulaire. Et donc, certaines mutations dans ce type de gène va conduire alors à une prolifération totalement anarchique. Et il faut savoir qu'une mutation germinale comme ça, on en trouve chez au minimum un enfant sur 10 qui présente un cancer. Et en réalité, on pense que c'est bien plus qu'un enfant sur 10 parce qu'il y a aussi des mutations dans des gènes qui sont beaucoup moins pénétrants. Et donc, c'est l'association de mutations et d'agents extérieurs qui vont favoriser le développement du cancer. Alors, c'est un diagnostic qui est capital. D'abord, pour poser le diagnostic de syndrome de prédisposition au cancer est très, très important. D'abord pour l'enfant, parce que ça permet une prise en charge de celui-ci personnalisée. Donc, on va adapter le traitement à son risque. Par exemple, faire une chirurgie plus ou moins agressive, choisir une chimiothérapie plus ou moins agressive, choisir ou non de réaliser une radiothérapie. Et puis, ça permet aussi, une fois que l'enfant est guéri, on l'espère, de mettre en place une prévention secondaire adaptée au risque que l'enfant présente. Donc, si c'est une mutation dans un gène connu pour donner des cancers non seulement du cerveau, mais également de la surrénale, on sait qu'on doit suivre également la surrénale de près. Alors que si c'est un gène connu pour nous donner uniquement, par exemple, des cancers du cerveau, on sait qu'on doit embêter l'enfant que pour le suivi au niveau cérébral. Et dans ce même ordre d'idées, ça permet aussi pour la famille de dépister les apparentés et de savoir quelle personne dans la famille est porteur éventuellement de la même mutation que cet enfant et doit alors être suivie de près également, et quelle personne n'est pas porteur de ce risque et peut alors être laissée tranquille. Parfois, ça permet aussi de proposer aux familles des diagnostics préimplantatoires lorsqu'ils veulent encore d'autres enfants et ne pas leur donner ce risque-là. Alors, le problème, c'est que le diagnostic de syndrome de prédisposition au cancer est très difficile. D'une part, parce que le phénotype, l'expressivité est très variable d'une famille à l'autre et même d'une personne à l'autre au sein d'une même famille. Et la pénétrance est incomplète.
Et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de mosaïcisme et de mutations de novo qui font que c'est pas toujours, on n'aura pas toujours une histoire familiale, par exemple, qui sera parlante, même si on a un syndrome de prédisposition sous-jacent. C'est la raison pour laquelle le gold standard, c'est de proposer un conseil génétique, en tout cas à tous les enfants qui présentent un cancer et même à toutes les personnes qui présentent un cancer atypique ou à un âge anormalement jeune. Le problème, c'est que les délais en consultation sont très, très longs et il faut donc choisir qui référer de manière préférentielle. Alors, il y a 5 points très importants à toujours avoir en tête lorsqu'on voit un enfant ou un jeune adulte avec un cancer pour essayer de pouvoir identifier plus facilement les personnes qui nécessitent un avis génétique. D'abord, c'est l'histoire familiale, le type de tumeur, la présence de plusieurs cancers, un phénotype particulier et une susceptibilité accrue aux radiations. Donc, on va les revoir un par un. Donc, l'histoire familiale, il faut rechercher dans la famille des cancers pédiatriques et même survenus à l'âge adulte, mais dans un âge relativement jeune, donc avant 45 ans. Il faut rechercher le même type de cancer que celui présenté par l'enfant et également d'autres cancers compatibles avec un spectre, avec un syndrome en particulier. Il faut rechercher toujours un lien de consanguinité entre les parents parce qu'il existe des formes autosomiques récessives de prédisposition au cancer chez l'enfant. Je pense par exemple au CMMRD, donc le Constitutional Mismatch Repair Deficiency. Donc c'est une mutation homozygote au niveau d'un gène impliqué dans le syndrome de Lynch, qui est plus souvent connu chez l'adulte, qui prédispose au cancer du côlon par exemple, enfin entre autres. Chez l'enfant, ça peut donner un phénotype totalement différent à l'état autosomique récessif et qui doit être suivi de très très près. Il faut s'intéresser au minimum à 3 générations, surtout chez l'enfant, puisque forcément, comme c'est un enfant, ses parents et ses grands-parents sont plus jeunes. Et attention que l'histoire familiale ne fait pas tout. Donc, une étude très connue publiée en 2016 dans le New England a montré que seulement 40% des enfants qui présentaient un syndrome de prédisposition au cancer avaient une histoire familiale évocatrice. Donc, 6 enfants sur 10 qui ont un syndrome de prédisposition n'ont aucune histoire familiale de cancer évocatrice. Alors, le type de tumeur est également important. Donc, vous pouvez voir ici qu'en fonction du type de tumeur, le risque de retrouver un syndrome de prédisposition est plus ou moins important. Par exemple, ici, ACT, c'était les carcinomes de la surrénale. Quelqu'un qui présente un carcinome de la surrénale, on a beaucoup de chances, entre guillemets, de trouver un syndrome de prédisposition, alors qu'un enfant qui présente une leucémie ou un neuroblastome, qui sont des cancers très fréquents chez l'enfant, on a peu de chances de retrouver un syndrome de prédisposition. De manière générale, on retiendra que les tumeurs solides en dehors du système nerveux central sont celles associées le plus souvent à un syndrome de prédisposition. Ensuite viennent les tumeurs du système nerveux central et puis en dernier lieu les leucémies. Alors aussi, il y a certains types de cancers qui sont vraiment typiques d'un syndrome en particulier. Par exemple, ici, on a le syndrome donc, le carcinome de la surrénale, ou le carcinome du plexus choroïde, qui doit tout de suite faire penser au syndrome de l'hyphroménie. Donc, il faut d'office rechercher une mutation dans TP53. Alors qu'à côté de ça, par exemple, on a le gliome des nerfs optiques qui fera plutôt penser à une neurofibromatose de type 1. Alors, la présence de plusieurs cancers, donc dès qu'on a une personne qui présente plus qu'un cancer, il faut tout de suite le référer pour un conseil génétique. Et vous voyez ici, dans cette étude, ils ont montré qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas de prédisposition au cancer a très, très, très peu de chances de refaire un cancer plus tard dans sa vie, alors que quand on a une prédisposition, donc en rouge, le risque est beaucoup plus important. Alors, la difficulté, elle est à 2 niveaux. D'une part, il faut pouvoir différencier un second cancer réel d'une récidive. Donc, si on pense à une récidive, on ne pensera pas spécialement à faire un conseil génétique. Et puis, parfois, il y a aussi forcément les cancers secondaires au traitement. Mais donc ça, pour rappel, les cancers secondaires à des chimiothérapies, donc c'est surtout post-agent alkylant ou inhibiteurs de la topoïnomérase de type 2. Ce seront des syndromes myélodysplasiques et des leucémies myéloïdes aiguës et qui se développeront assez proches du traitement, donc en déant les 3 ans, plus ou moins. Alors que les radiothérapies vont plutôt donner des tumeurs solides dans la zone d'irradiation avec une latence beaucoup plus longue. Donc ça, il faut y penser même 10 ans après.
Alors, le quatrième point, c'est un phénotype particulier, donc soit des malformations, soit une dysmorphie faciale, un retard mental, des troubles de croissance, des lésions cutanées, on va voir des exemples, des pathologies hématologiques ou immunitaires. Alors ici, une fente palatine. Donc, une fente palatine, c'est fréquent. Il ne faut pas penser à un syndrome de prédisposition héréditaire au cancer chez tout enfant qui présente une fente palatine, mais chez un enfant qui présente un cancer, il faut rechercher une fente palatine. Et si elle est présente, il faut absolument rechercher un syndrome de prédisposition parce qu'il y a énormément de syndromes de prédisposition qui peuvent donner une fente palatine, dont ici, par exemple, un syndrome de Gorlin. Alors, ici, on a un enfant atteint de syndrome de Noonan. Donc, ça, c'est quand on a un dysmorphisme. Donc, on a ici un enfant de petite taille avec des oreilles basses implantées et orientées postérieurement, des yeux qui sont assez écartés, hein, donc un hypertellurisme, un épicanthus. C'est des enfants qui ont aussi une malformation cardiaque, généralement. Et donc, ça, il faut aussi tout de suite orienter vers un conseil génétique. Des lésions cutanées, donc les fameuses taches café au lait qui sont, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'espère, des taches café au lait ici qui peuvent être typiques de plein de syndromes et qui doivent entre autres faire penser à un syndrome de prédisposition au cancer, mais surtout lorsqu'elles sont associées à des taches comme ça hypopigmentées, il faut absolument penser à un CMMRD, donc le fameux Constitutional Mismatch Repair Deficiency dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un syndrome de transmission autosomique récessive. Alors, une autre sorte de lésion cutanée, c'est les macules hyperpigmentées qu'on peut retrouver au niveau des lèvres chez les patients atteints de syndrome de Peutz-Jeghers. Ici, on a un bébé atteint d'un syndrome de Beckwith-Whitman. Donc, c'est des bébés qui présentent une hypercroissance, hein, donc une macrosomie, une macrocéphalie, une viscéromégalie. Ils ont une hernie ombilicale, voire souvent un omphalocèle. Et ils ont généralement une asymétrie avec une croissance asymétrique d'un hémicorps. Et c'est des bébés qui vont présenter beaucoup de tumeurs embryonnaires. Alors, un cinquième point, c'est la susceptibilité accrue aux radiations. Donc, c'est ici évidemment la difficulté, comme je vous disais, puisqu'on peut avoir forcément des complications, voire des tumeurs dans les champs d'irradiation, mais ce risque est augmenté lorsque l'on est une porteur de mutation dans certains gènes, comme le gène ATM, le gène TP53 ou encore le gène rétinoblastome. Et donc ici, c'est une patiente qui présente des télangiectasies et une grosse fibrose au niveau des zones d'irradiation. Ici, c'est une tumeur basocellulaire qui s'est développée dans une zone d'irradiation chez un patient atteint de nouveau d'un syndrome de Gorlin. Et ici, c'est un patient qui a une susceptibilité accrue au soleil, donc avec des coups de soleil chez le bébé et des effets LED. On peut parfois avoir aussi des tumeurs basocellulaires chez les patients atteints évidemment de xéroderma pigmentosum. Alors, donc, voyons ensemble maintenant un peu comment est-ce qu'on peut procéder. Donc, imaginons, vous avez à votre consultation un petit garçon de 2 ans qui est présenté par ses parents parce qu'il présente un méduloblastome. Est-ce que vous demandez un conseil génétique ou pas? Et donc, la question se pose, est-ce qu'il y a des outils pour nous aider dans cette démarche? Et donc, je vais vous présenter 3 outils que je trouve utiles pour ça. Donc, le premier outil, c'est un formulaire papier qui a été proposé par une université aux Pays-Bas, qui reprend les 5 points qu'on vient de voir ensemble et où on peut à chaque fois cocher si l'enfant présente le critère. Et si on coche au moins un critère, il faut référer en génétique. Et donc ici, par exemple, notre exemple avec l'enfant avec le méduloblastome, donc déjà, on peut cocher ce critère-ci. Donc, ça veut dire qu'on doit référer en génétique. Alors, l'avantage de ce questionnaire, ce questionnaire, donc, il est basé donc, sur les 5 points clés dont on a parlé. Il est basé sur une revue de littérature. Un petit point négatif, c'est qu'il n'y a eu aucune évaluation de sa performance a posteriori. Par contre, c'est un formulaire papier, donc ça peut être utilisé assez facilement. Et par exemple, si vous décidez de référer l'enfant, vous pouvez donner le formulaire, le joindre à votre demande d'examination ou bien même le joindre à la demande pour le laboratoire. Ça permet au médecin qui reçoit l'enfant pour avis de tout de suite avoir une idée des critères qui vous ont mené à demander un avis.
un deuxième outil, c'est l'application ou le site internet, ça existe sur les deux, c'est gratuit, qui a été proposé par une fellow très motivée et passionnée par le syndrome de prédisposition au cancer pédiatrique de l'université de McGill. Donc c'est de nouveau une application qui est basée sur une revue de littérature et qui propose plus de 140 algorithmes décisionnels qui reprend vraiment tous les cancers décrits dans l'OMS et dans la classification internationale des cancers de l'enfant. Et donc ici, si on a le temps après, on pourra, si vous voulez, aller sur le site en direct, mais ici j'ai fait des captures d'écran pour ne pas risquer de problèmes techniques. Mais donc, vous cliquez sur Choose Tumor Type. Puis ici, on choisit le type de tumeur, donc Central Nervous System. On choisit, donc il nous propose tous les types de tumeurs. On choisit méduloblastome. Alors, il nous demande s'il y a un type particulier d'histologie. Donc ici, ce n'était pas le cas. Si l'enfant a moins de 3 ans, ici, c'était le cas. Donc, on répond oui. Si on a de nouveau une histologie particulière, non. S'il y a des taches caféolaires, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, donc ici, il n'y en avait pas. Une histoire de consanguinité dans la famille, il n'y en avait pas. Attention que parfois, on ne le sait pas, donc il faut quand même toujours y penser. Une histoire personnelle ou familiale de polypes, il n'y en avait pas. Donc des apparentés avec un cancer du côlon ou des polyposes avant 50 ans, il n'y en avait pas. Des apparentés avec sarcome, cancer du sein, tumeur cérébrale, leucémie, carcinome de la surrénale ou cancer du poumon avant 50 ans, il n'y en avait pas. Et finalement, la conclusion est qu'il faut quand même référer. Donc, en fait, je me suis rendu compte a posteriori que dans cette application-là, quand vous répondez oui à une des questions, d'office, il vous envoie aussi en génétique. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il propose ici une petite synthèse que vous pouvez télécharger gratuitement et facilement et qui vous fait tout de suite ici une petite liste des syndromes auxquels il faut penser. Quand vous descendez un peu, vous avez toute une suggestion de références bibliographiques et puis un tableau ici que je trouve très intéressant où on voit en fonction de la réponse qu'on a donnée aux questions les syndromes auxquels il faut penser. Donc, par exemple, ici, l'enfant, donc moins de 3 ans, c'était plutôt on penchait plus vers le syndrome de Gorlin. Voilà. Alors, cette application, donc, comme je vous disais, si on répond oui à une des questions d'office, on nous envoie pour un conseil génétique. Ce qui est bien, c'est que cette application, elle a été évaluée. Il y a une publication qui est sortie à ce sujet-là. Et elle montrait une sensibilité de 90%. Alors, ça peut paraître pas super, mais en fait, on reverra ensemble après que... Enfin, donc en gros, les patients qui ont été loupés, c'était 7 enfants. Il y en avait 3 qui avaient une mutation TP53 et qui présentaient un glioblastome ou un rhabdomyosarcome. Donc ça, d'office, il faut toujours penser à tester au moins TP53 lorsqu'on a le moindre doute. Et puis, il y en avait 3 patients qui présentaient des mutations dans des gènes dont on n'est pas tout à fait sûr que ça avait un lien avec le cancer. Donc, c'est un peu on se demande si ce n'était pas juste une découverte fortuite. Et puis, enfin, il y en avait un avec une leucémie qui avait un syndrome de Weaver qui est caractérisé par une asymétrie, une croissance excessive, mais qui était très, très, très discrète. Et donc, le clinicien ne l'avait pas vu. Donc, ça n'aurait pas... le clinicien lui-même ne l'aurait pas mis en évidence. Et ce qui était intéressant, c'est que l'application a permis de prédire un syndrome de prédisposition chez 9 patients, chez qui finalement le syndrome avait été mis en évidence suite à plusieurs cancers. Et donc ces patients, si on avait utilisé l'application directement, auraient pu être identifiés dès leur premier cancer. Donc tout ça pour dire que je pense que cette application est très utile et très efficace, mais qu'il faut évidemment l'utiliser en association avec le sens critique du médecin. Alors, un troisième outil, c'est un site internet qui est proposé par les Pays-Bas et qui est, donc ici de nouveau, vous choisissez le type de tumeur et une fois qu'on clique sur méduloblastome, on a vraiment toute la liste de syndromes possibles auxquels il faut penser. Donc, c'est une liste assez exhaustive. C'est une base de données de plus de 500 syndromes qui sont associés à des risques accrus de cancer. Donc, c'est très, très complet. Ça permet également, ils offrent également une synthèse, un lien au mime et des références pour chaque syndrome. Donc, c'est très complet. Je pense que c'est surtout un outil pour les généticiens parce qu'il faut déjà avoir en tête chaque syndrome. Voilà, mais c'est très intéressant aussi.
Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que poser un syndrome de un syndrome de prédisposition au cancer, c'est vraiment primordial. Pour rappel, les 5 points clés qu'il faut toujours avoir en tête, c'est l'histoire familiale, le type de tumeur, la présence de plusieurs cancers, un phénotype particulier chez l'enfant et une susceptibilité accrue aux radiations. Alors évidemment, l'évaluation par un généticien clinicien, c'est le gold standard, c'est ce qu'on voudrait pour tout le monde. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours possible. Et donc, il existe des outils de prédiction pour aider le clinicien, le pédiatre, l'oncologue qui n'a pas la spécialisation en génétique et permettre aussi de standardiser la prise en charge des enfants et qu'on puisse penser au syndrome de prédisposition aussi bien pour un enfant qui consulte un assistant ou un médecin qui commence qu'avec un oncologue qui a 40 ans de carrière derrière lui et qui donc forcément a plus de connaissances aussi dans la prédisposition héréditaire. Donc, pour rappel, les 3 outils, il y avait le questionnaire papier que je vous ai montré au début, qui pour moi peut surtout être utilisé lorsque l'on réfère le patient pour rapidement montrer quels sont les critères qui nous ont fait penser au syndrome de prédisposition. L'application MIPOC, donc super accessible, application smartphone, mais également sur Internet, avec une belle valeur prédictive négative, quasiment de 98%. Et puis le site FactD Online, plus pour les généticiens, parce qu'il est vraiment très complet. Alors, pour le futur, donc je suis tombée sur cette revue de littérature qui a été publiée par Monsieur Salomon Rotimi en 2021. Donc, c'est un professeur de biochimie qui est dans une université au Nigeria et qui montrait que pour le moment, on a vraiment très, très peu de données sur les prédispositions héréditaires au cancer en Afrique. Les quelques les quelques publications qui ont déjà été publiées portaient surtout sur TP53, sur BRCA1 et 2, qui sont vraiment les gènes majeurs impliqués dans le cancer. Donc, c'est sûr que globalement, les mécanismes évidemment sont les mêmes, etc. Mais ce serait vraiment important d'obtenir plus de données sur les variations génomiques typiques de la population africaine, parce que j'espère vous avoir convaincu que c'est très important de mettre en évidence ces variants et de savoir quels variants sont associés à un risque accru de cancer pour la prise en charge optimale du patient et de sa famille. Alors, ce qui est très important pour pouvoir analyser le génome d'un patient atteint d'un cancer et voir s'il a une prédisposition ou pas, c'est évidemment d'avoir un génome de référence. Et jusqu'il y a peu, il n'y avait pas de génome de référence pour la population africaine à proprement parler. Et le problème, c'est que le génome de référence qui est actuellement utilisé de manière assez générale dans le monde, donc c'est le GRCH38, il n'est pas du tout représentatif de la population africaine parce qu'il y a peu de patients d'origine africaine qui faisaient partie, dont le génome avait été séquencé à ce moment-là. Et donc ici, ils ont publié en 2019 un génome africain, donc ça c'est vraiment super. Mais ils montraient que lorsqu'ils comparaient ce génome-là au génome de référence classiquement utilisé pour l'instant, il y avait 10% qui étaient complètement manqués, tellement enfin voilà, ça montrait vraiment l'ancienneté du génome africain et donc les particularités qui sont très importantes à prendre en compte. Et une difficulté aussi, c'est qu'il y a une grande diversité au niveau du génome africain, donc c'est pas du tout la même chose d'un endroit à l'autre. Et le problème de ce génome de référence, c'est que c'était surtout justement au Nigeria, et donc il serait plus représentatif d'une certaine partie de l'Afrique, mais pas spécialement de toute la population africaine. Donc, il y a des choses à faire et il faut absolument commencer ou en tout cas continuer des études à ce niveau. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous avez... Merci beaucoup, Dr Sepulcre, pour votre brillant exposé. Je ne vois pas des questions dans le chat. Avant que les gens puissent, les participants se prononcent en levant la main pour que nous puissions vous donner la parole et désactiver votre micro. Moi, j'avais quelques questions pour vous, docteur Sepulcre. Ma première question est la suivante. En pratique,
à quel moment de la prise en charge devrait-on utiliser ces outils? Et avec votre expérience, lesquels est plus pratique? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, à combien estimez-vous les taux de faux négatifs ou les pourcentages d'enfants à risque qui ne sont pas identifiés avec ces outils? Je poserai la troisième question et puis je vais laisser les deux autres s'il n'y a pas de question. Qu'est-ce qui explique l'expressivité variable d'une personne à l'autre dans les syndromes des prédispositions au cancer? Oui, alors, donc pour la première question, pour les outils, je pense qu'il faut toujours les avoir en tête. Donc, il faut toujours avoir en tête les 5 points clés. Maintenant, je pense que ce n'est pas quelque chose auquel on pense au moment même où on fait le diagnostic et qu'il y a d'abord toute la prise en charge urgente de l'enfant et la mise en place du traitement qui, évidemment, prime. Mais, et je pense aussi que quand on vient d'annoncer aux parents l'existence du cancer chez leur enfant, c'est peut-être pas le moment de déjà leur parler de risques pour la suite et de risques pour la famille. Donc, c'est peut-être quelque chose qui doit être discuté en concertation multidisciplinaire ou avec les psychologues de l'équipe. Mais généralement, je pense que c'est dans le décours de l'hospitalisation de l'enfant ou quelques jours après, une fois que c'est un peu retombé, il faut quand même y penser. Alors, je pense en parlant qu'évidemment, il y a aussi le problème de parfois le traitement qui va différer en fonction du type de syndrome. Donc, parfois, il y a quand même une relative urgence à mettre en évidence une éventuelle mutation prédisposante. Donc, voilà, je crois que c'est vraiment au cas par cas. Et alors, ça dépend aussi de l'outil. Cette application MIPOG, je pense que c'est vraiment important pour les pédiatres oncologues de l'avoir sur leur smartphone ou en tout cas d'avoir le lien enregistré dans leurs favoris parce que c'est vraiment très rapidement consulté et au moins on sait vite vers où on va. Et puis après, en fonction du contexte, on décide ou pas, en fonction aussi de la réaction des parents, etc. On décide un peu du moment le plus opportun pour leur en parler. La deuxième question, donc le taux de faux négatif, donc comme je vous explique, enfin comme je vous disais pour l'outil, le formulaire papier, attendez, je vais les reprendre ici. Donc pour le formulaire papier, il n'y a pas eu d'étude rétrospective de la performance et pour le site Fact Online non plus. Et moi, je n'ai pas encore assez d'expérience pour dire comme ça, pour évaluer un pourcentage, mais par contre, l'application MIPOG, donc ils avaient évalué à 90% la sensibilité, mais comme je vous disais, ils avaient loupé 7 enfants alors que les cliniciens en avaient loupé 9, donc je pense que la sensibilité de 90%, c'est malheureusement difficile de faire mieux si on ne veut pas séquencer tout le monde. Et la valeur prédictive négative était vraiment très élevée, je pense qu'elle était de 98,9%, je pense que j'ai remis la diapositive ici, 98,6%. Donc, voilà. Et puis, comme je vous disais aussi, la sensibilité de 90%, c'est vraiment en considérant, par exemple, les 3 patients qui avaient eu, chez qui on a trouvé des mutations dans des gènes dont on n'est pas du tout sûr qu'ils soient causales dans l'oncogenèse de leur cancer. Donc, voilà, c'est assez strict comme évaluation, mais voilà, je pense que c'est déjà bien. Et alors, la troisième, c'était... ah oui, l'expression variable. Donc, je pense que l'expression variable, elle est due au fait que c'est l'association probablement de ce facteur favorisant dont je vous parlais tout à l'heure, donc la mutation qui donne un terrain fragilisé, et puis il faut l'apparition des mutations drivers ultérieures, et donc ces mutations drivers ultérieures, elles arrivent à la suite soit du pas de chance, parce que l'ADN polymérase fait des erreurs à des endroits où il ne faut pas, soit parce qu'il y a des agents extérieurs qui sont présents, et donc c'est un peu la combinaison de tout ça qui n'est évidemment pas la même d'un patient à l'autre, ni d'une famille à l'autre. Voilà. OK, merci beaucoup, docteur Sepulcre. Je regarde le chat, je ne vois aucune question, je ne sais pas. Tout a été clair. Il y a des pédiatres oncologues ici, je ne sais pas, vous n'avez pas des questions, des précisions ou d'éclaircissements. Ah, j'ai une question, je veux la lire. Les outils présentés ici ont-ils déjà été validés
Il y a une question pour vous, docteur Sepulcre. Valider dans quel sens? Parce que, attendez, je regarde ici la question. Parce que donc ils ont été évalués, mais ils ont été évalués, enfin seulement l'application MIPOC, donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est l'application la plus solide, mais validée, je ne sais pas ce que monsieur voulait dire. Qui a posé la question? Monsieur Abdallah, docteur Abdallah, je n'ai pas de précisions. Pouvez-vous préciser, qu'entendez-vous parler par valider? OK, le temps qu'ils réagissent avec un message. Je ne vois pas des mains levées. Je vais poser ma quatrième question, parce que les gens ne se prononcent pas. Outre l'intérêt préventif de détecter ces types de prédispositions, est-ce qu'il y a un espoir de thérapie ciblée un jour pour ces patients avec cancer? Oui, bien sûr. Donc, j'espère, et c'est pour ça, je pense qu'on s'intéresse tous enfin, que les gens s'intéressent au syndrome de prédisposition au cancer. C'est évidemment pour espérer un jour pouvoir proposer des traitements à ces patients. Et ce sera probablement le cas, puisqu'il faut juste cibler à chaque fois le mécanisme moléculaire. Et il y a déjà d'ailleurs des propositions, des traitements qui existent. Par exemple, je pense aux inhibiteurs de la PARP, pour les mutations BRCA1 et 2. Et donc maintenant, on peut donner des inhibiteurs de la PARP qui sont des traitements ciblés avec beaucoup moins d'effets secondaires que les chimiothérapies et qui marchent relativement bien pour les cancers du sein, de l'ovaire, du pancréas, de la prostate. Donc j'espère qu'on va trouver de plus en plus de choses, mais il y a énormément d'études en cours à ce sujet-là. Merci beaucoup. J'ai une question dans le chat. Comment faire le diagnostic différentiel d'un cancer multiple d'origine métastasique et un cancer multiple d'origine héréditaire? C'est une bonne question, mais je pense que c'est surtout au niveau de l'histologie, de l'anatomopathologie qu'on pourra probablement voir si les cellules cancéreuses présentent les mêmes caractéristiques ou pas, et puis aussi au niveau moléculaire, si les mutations sont les mêmes ou pas, les mutations subséquentes évidemment. Voilà. Et ça me fait aussi penser du coup que si on analyse le génome des tumeurs, donc une analyse somatique, et qu'on retrouve par exemple une mutation avec une fréquence allélique de 50%, donc qui peut faire penser à une mutation germinale et qu'elle est présente aux deux endroits, ben c'est un argument en plus pour penser à quelque chose de constitutionnel. Voilà. Mais donc la différence entre cancer multiple et métastase, c'est plus les caractéristiques histologiques et moléculaires de la tumeur et puis aussi l'histoire. Enfin, chaque type de cancer a tendance à faire certaines métastases plus que d'autres. Donc, c'est l'association de tout ça qui va nous aider à différencier, mais c'est vrai que c'est une difficulté. OK. Il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui demande si on peut espérer une guérison avec ces syndromes de prédisposition. C'est ça qui est un peu dur pour le moment à annoncer aux parents. C'est que non, pour le moment, on n'a pas de guérison puisque le génome, il est là et que la mutation, elle est là. Mais c'est ça qu'on disait avec les traitements. Oui, on espère pouvoir trouver des traitements qui ciblent le plus tôt possible. Et donc, peut-être un jour, c'est vrai, en prévention chez les gens chez qui on met en évidence un syndrome de prédisposition au cancer, d'aller corriger l'erreur au niveau du génome. Oui, j'espère. Je pense que ce sera possible un jour. OK. Avant de passer la parole au docteur Kadine-Kene, je vais lire la dernière question qui est sur le chat. En Afrique, le diagnostic des cancers pédiatriques est faiblement évoqué et souvent tardif. Est-il possible de mettre au point un outil qui permet la suspicion combinée du cancer de l'enfant et son lien avec la génétique? Alors, attendez, je relis la question.
Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Mais donc, vous voulez dire qu'on diagnostique le cancer souvent de manière tardivement. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut utiliser un outil qui combine la suspicion tardive au potentiel lien avec la génétique? Mais c'est les mêmes outils, non? On peut réutiliser l'outil. Je ne pense pas que c'est un outil qui est fait pour... C'est juste que oui, forcément... c'est sûr que je comprends que c'est dommage à chaque fois d'être tard, mais je vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire un outil. Ou alors peut-être que monsieur veut dire un outil qui nous fait penser aussi aux symptômes, mais ça c'est... Enfin, des symptômes qui pourraient nous faire penser à la présence d'un cancer. Je pense qu'il fait allusion à la différence entre des cancers multiples qui seraient liés du fait de l'environnement, par exemple, l'exposition à certains toxiques dans l'environnement, et des outils qui nous permettraient de détecter une prédisposition purement génétique, avec une prédisposition germinale, une mutation germinale qui expose, plutôt qu'une série qui est le fait de l'environnement. Ah oui, ben ça c'est... Oui, c'est vrai que justement, donc, les 5 points dont on a parlé, forcément, il faut un peu les adapter. Et donc, par exemple, peut-être que le 3e point, donc présence de cancer multiple, aurait un peu moins d'importance dans cette situation-là. Mais par contre, rechercher des malformations, des anomalies cutanées, des dysmorphies chez l'enfant, une histoire familiale, bien que ça puisse aussi être associé évidemment à un environnement particulier. Mais donc oui, plus les malformations, les anomalies cutanées, parce que ça, je pense qu'elles sont assez spécifiques entre le syndrome et l'exposition à des agents agressifs extérieurs. Le type de cancer aussi probablement peut aider. Alors, devra-t-on avoir ou réunir nécessairement les 5 critères évoqués pour poser le diagnostic? Non, non, bien sûr. Donc, c'est comme je disais, c'est une fois qu'on a un critère, on doit penser au syndrome de prédisposition au cancer. D'accord, nous allons passer la parole au docteur Kadinekene qui avait levé la main en premier. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je remercie Dr. Edith pour la conférence. Ma question, c'est sur l'intérêt pratique de diagnostiquer SPC lorsque nous avons déjà un cancer que nous traitons chez un enfant. Quel est l'intérêt pratique de poser le diagnostic de ce syndrome de prédisposition au cancer? Oui, bien sûr. D'une part, pour orienter le traitement. Hein, donc, parfois, par exemple, si on met en évidence une mutation BRCA, par exemple, on ne va pas aller juste retirer la tumeur, mais on va proposer directement à la patiente de retirer les 2 seins, voire aller retirer les ovaires. Donc, ça influence déjà le traitement. On va parfois choisir des chimiothérapies plus agressives ou moins agressives. On va parfois ne pas faire de radiothérapie si on sait que c'est un gène qui fragilise pour la radiothérapie. Et puis, donc ça, c'est d'une part vraiment la prise en charge du patient. En plus, parfois, ça donne accès à des thérapies ciblées. Donc, comme je vous donnais l'exemple des inhibiteurs de la PARP, si on a une mutation BRCA, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de thérapies ciblées qui vont arriver. Et puis aussi pour la prise en charge par la suite, donc de l'enfant, s'il guérit de son cancer, s'il a un syndrome de prédisposition au cancer, il risque de développer d'autres cancers. Et donc avant, quand un enfant présentait un cancer, on se disait « Ah oui, mais s'il a présenté un cancer à 5 ans, il a probablement plus de risques qu'un autre enfant de présenter d'autres cancers, donc on va le suivre de près ». Maintenant, on fait la recherche de syndrome et si on estime qu'il n'y a pas de syndrome de prédisposition et qu'il a juste, entre guillemets, fait son cancer sur un coup de pas de chance, on le laisse plus ou moins tranquille. Alors que si on sait qu'il y a un syndrome de prédisposition sous-jacent, on sait qu'on doit le suivre de beaucoup plus près, lui faire des prises de sang régulières, des imageries régulières, etc. Et c'est aussi important pour sa famille, pour aller, si on estime que le syndrome, on peut le rechercher et identifier si ce syndrome, si la mutation est survenue juste chez l'enfant,
l'enfant, donc une mutation de novo, ou si elle est héréditée de ses parents. Et si elle est héréditée des parents, alors on va aussi identifier chez quels parents elle est présente et s'il y a d'autres frères et sœurs chez qui elle est présente, pour pouvoir également, eux, les suivre de près. Et l'intérêt, c'est justement, comme disait votre collègue, le problème en Afrique, c'est qu'on prend souvent pour le moment les cancers beaucoup trop tard. Eh bien, si on peut identifier certains patients qui sont très à risque de développer des cancers, peut-être qu'au moins ceux-là, on peut les suivre de près et être attentif à des signes de cancer précoce. Et si on prend en charge un cancer très tôt, forcément, c'est beaucoup moins lourd pour le patient et beaucoup plus de chances qu'il s'en sorte sain et sans effets secondaires. Ok, merci, docteur Sepulcre. Je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Ça prouve l'intérêt du sujet. Et avant de passer la parole aux oncopédiatres, je vais passer la parole à Doxel Tanzei. Je ne sais pas s'il est médecin parce que ce n'est pas spécifié. Vous avez la parole. Oui, bonjour, c'est Doxel Tanzei. Je suis actuellement en séjour d'études en Amérique. J'ai été récemment étudié à l'Université de Kinshasa. Je suis très intéressé par ces sujets et j'ai deux petites préoccupations. La première, est-ce que ces outils de diagnostic peuvent permettre des études épidémiologiques des masses pour pouvoir un peu réaliser des diagnostics des masses et essayer d'avoir une certaine modélisation de l'évolution des cancers dans nos sociétés? Et ma deuxième question a beaucoup plus un caractère social. Est-ce qu'il est important de réaliser, n'est-ce pas, le diagnostic du syndrome de prédisposition au cancer comme étant un test de prérequis avant le mariage? Merci. Alors, pour la première question des études de masse, oui, je pense que ce serait super intéressant de pouvoir, par exemple, simplement, on pourrait par exemple bêtement donner le formulaire papier que je vous ai présenté en premier, soit à tous les pédiatres ou oncologues qui voient des patients avec un cancer, soit à toutes les infirmières qui s'occupent de ces patients et qui pourraient remplir ce document pour chaque patient. Mais alors, le problème, c'est qu'il faudrait a priori séquencer tous les patients après pour voir un petit peu... parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire sans séquencer après. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de retour, de feedback. Maintenant, on pourrait au moins le faire et puis voir quel patient est plus à risque et puis choisir de séquencer ces patients-là. Donc, je pense que oui, ça peut être un outil super intéressant pour des études épidémiologiques. Et la deuxième question, donc ça, c'est, je trouve justement le gros danger de la génétique, c'est que c'est en effet où est-ce qu'on s'arrête, mais non, je ne pense pas qu'il faudrait faire cette analyse chez tout le monde. Déjà, chez les enfants qui ont un cancer, c'est très compliqué de savoir justement où s'arrêter parce que le problème, c'est que plus on analyse de gènes, plus on a de risques de trouver des anomalies. Et que parfois, c'est des anomalies qui n'ont rien à voir, et donc c'est juste générateur d'un stress en plus. Et voilà, on a tous des risques de développer quelque chose et on ne sait pas quoi, et je ne suis pas sûre qu'on a tous envie de savoir ce qu'on développera. Donc voilà, c'est là que c'est vraiment compliqué, en effet, et je crois qu'il faut être prudent. De savoir jusqu'où chercher. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'est important de demander des conseils génétiques et de ne pas analyser tous les enfants qui ont un cancer parce que voilà, c'est dangereux. D'accord. Avant de clôturer, tous ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez les mettre sur le chat ou envoyer par email dans le centre de référence des maladies rares. Nous allons mettre l'adresse email dans le chat. Je vais passer la parole à Dr Koundabi et après Dr Karim va clôturer. Dr Koundabi, vous avez la main levée. Il est parti? Ah, il est parti. Dr Karim, vous avez la parole. Votre Merci micro. beaucoup. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui.
D'accord, Parfait. merci beaucoup donc pour la parole. Merci à Docteur Sépulcre pour cette présentation. Désolé, je suis venu un tout petit peu en retard pour ce sujet qui m'intéresse tant. En fait, je suis oncopédiatre ici aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et voilà, donc c'est en fait les prédispositions, les syndromes des prédispositions au cancer par rapport au cancer de l'enfant. Comme l'a dit le collègue tout à l'heure, nous avons plutôt d'autres problèmes. C'est que nous avons surtout le problème de diagnostic tardif. Je crois que Les malades nous arrivent souvent vraiment très, très en retard et nous avons vraiment du mal à déjà les soigner, à les guérir à ce stade-là. Et il faut dire aussi par rapport aux prédispositions et par rapport au type de cancers que nous rencontrons souvent, nous avons aussi une population un peu différente de la population européenne. Comme nous pouvons voir le cas du rétinoblastome, où c'est une tumeur qui est génétique, hein, d'origine génétique. Comparativement en Europe, où on voit des patients guéris qui grandissent et qui ont des enfants, et qui, eux, on sait déjà qu'ils sont peut-être prédisposés à faire le rétinoblastome. Ils sont surveillés depuis la naissance. Ici, par contre, non. Nous avons très peu de patients qui survivent et surtout ceux qui font des formes bilatérales, donc qui sont très probablement d'origine génétique. Donc, je crois que nous l'avons perdu. Il y a probablement un problème de connexion. On va passer la parole à Dr Koundabi. Votre Oui, micro, professeur, bonjour. Oui, j'espère que vous m'entendez. nous entendons. Oui, effectivement, nous sommes aux cliniques, on a comme série des réseaux. Moi, je suis docteur Koundabi, je suis pédiatre au clinique universitaire de Kinshasa, ici au service des manteaux-oncologiques. Donc, nous prenons en charge des enfants en temps des cancers et des pathologies hématologiques. Donc, je voulais d'abord remercier l'équipe pour cette belle initiative que l'équipe a eu pour discuter sur le problème génétique lié au cancer de l'enfant. Comme disait docteur Karim, c'est un vrai problème le cancer de l'enfant ici, parce qu'on a principalement deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de diagnostic précoce. Hein, je crois qu'ils ont tous deux un problème de connexion. Comme ils sont aux cliniques universitaires, il y a un problème de réseau là-bas. OK, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons leur demander d'envoyer leurs questions ou leurs préoccupations par email et nous allons vous forwarder toutes leurs questions. D'accord. Merci beaucoup, docteur Sépulcre, pour votre disponibilité et puis votre brillant exposé. Je tiens aussi à remercier tous les participants qui se sont rendus disponibles pour suivre ces sujets intéressants. J'espère que nous allons vous retrouver prochainement à nos prochains séminaires. Avant de clôturer, je vais donner la parole au directeur du Centre de référence de maladies rares pour le mot de clôture. Oui, merci beaucoup, professeur Wungu. C'est juste pour remercier le docteur Edith qui nous a fait l'honneur de faire cette brillante présentation. Je pense qu'elle a soulevé des points importants que nous pouvons intégrer dans notre pratique, mais qui ouvrent également des pistes de recherche, comme l'a dit un des intervenants. Pourquoi pas envisager de tester cet outil-là dans la population comme étant une recherche dans notre milieu, voir qu'est-ce qu'on peut identifier par là. Et pourquoi pas nous en servir pour un jour aboutir à une épidémiologie beaucoup plus complète des cancers pédiatriques dans notre milieu. Donc, nous sommes intéressés à soutenir et à accompagner tous ceux qui veulent saisir cette balle au bond pour pouvoir
investiguer un peu plus les aspects génétiques des cancers de l'enfant. Et nous vous remercions pour votre participation, docteur Edith. Un grand merci. La présentation va être postée sur YouTube et le lien sera partagé avec ceux qui ont participé pour que vous puissiez écouter de nouveau, la visualiser et n'oubliez pas de nous envoyer vos questions ainsi que vos suggestions pour le prochain séminaire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.